Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire, ce dernier de l'année, qui s'inscrit dans le cadre du projet Lémanscope. Ce soir, on va parler plastique, plastique dans le Léman. On a la chance ce soir d'accueillir Alexis Pochelon, notre invité du soir, qui nous présentera ce sujet plus en détail tout à l'heure. Petite introduction. Petit contexte, donc ce webinaire est proposé dans le cadre du projet Lémanscope. Lémanscope, c'est un projet de sciences participatives qui a été lancé par le PFL en collaboration avec l'Université de Lausanne, les HAVAG et l'ASL. C'est plus de 700 bénévoles qui sont inscrits pour prendre des mesures sur le lac, des mesures de la transparence et de la couleur de l'eau pour permettre de comprendre les variations saisonnières de la qualité des eaux du lac. On est aujourd'hui à plus de 3700 mesures qui ont été effectuées pendant ces 18 mois. Petite introduction de ma part sur cette thématique qui fait la une des journaux bien souvent. On parle souvent des vacances à Hawaï, et puis c'est vrai qu'on a souvent cette image qui nous parvient de cette magnifique plage de sable jaune avec de l'eau turquoise. On a envie d'aller nager avec les tortues en sirotant un bon jus de fruits. Euh, Ça, c'est la carte postale. Et puis, à l'envers du décor, qu'on oublie des fois un petit peu, bah, c'est aussi ces plages jonchées de déchets. Mais revenons au bord du Léman, à faire des belles vacances au bord du lac. On a également des magnifiques plages. On n'a peut-être pas de tortues, mais voilà, on n'a pas besoin de faire la promotion ici du Léman. Mais l'envers du décor, il existe aussi chez nous. C'est pas que quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde. Donc on a aussi des plages jonchées de déchets chez nous, heureusement, pas partout. Voilà, en guise d'introduction, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le plaisir d'accueillir ce soir Alexis Pochelon. Et puis, qui mieux que lui-même pour se présenter? Donc, Alexis, je te passe la parole et je te remercie encore d'avance d'être là ce soir avec nous. Merci Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc responsable de projet à l'association pour la sauvegarde du Léman depuis 6 ans maintenant. Et avant cela, j'ai fait un bachelor en gestion de la nature que j'ai complété avec un master à l'Université de Genève en sciences de l'environnement avec une spécialisation sur les sciences de l'eau. Mon intérêt pour le lac, il est bien plus ancien que ma formation puisque je suis ornithologue depuis ma plus tendre enfance et du coup j'ai eu l'occasion de passer sur les rives du lac, observer les oiseaux et maintenant j'ai développé une nouvelle passion d'aller dans l'eau avec un masque et un tuba à la découverte de la biodiversité sous lacustre. Magnifique. Merci, Alexis. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Petit programme donc ce soir, on va vous présenter les résultats d'une étude qui a été faite, Plastoc, en 2024. On va également aborder la question de la santé humaine et environnementale due à l'impact des déchets, des microplastiques, des macroplastiques. Faire un petit focus sur la problématique du pneu, qui, pareil, fait souvent la une des journaux. Et on finira sur une bonne note, car les solutions existent et il faut garder espoir, car qui mieux que toi qui a mené cette étude pour nous en parler? Donc en effet, c'est un chiffre qui vient de l'étude Plastoc, donc qui est un projet initié et soutenu par la CIPEL et qui a été ensuite mené par l'ASL en collaboration avec l'Université de Genève et qui a permis d'avoir ce chiffre de 11 400 microplastiques sous une serviette sur les plages du Léman. Donc pour ça, on s'est concentré sur 25 plages sur l'ensemble du pourtour lémanique où sur chacune des plages, on a inventorié les macroplastiques, donc visibles à l'œil nu, grâce au concours d'une centaine de bénévoles qui ont réalisé 4 passages, excusez-moi pour le téléphone, 4 passages tout au long de l'année sur les plages du Léman. Et pour les microplastiques, on a réalisé plus de 200 échantillons sur les 25 plages
Donc là, on prélève le substrat et ces échantillons ont été traités dans les laboratoires de l'Université de Genève. Au niveau des résultats, ce qu'on voit, c'est qu'on a une certaine variation sur le pourtour du Léman, avec une observation qui sort clairement du lot. C'est les deux plages qui se situent au niveau de l'embouchure du Rhône, on voit ici en rouge foncé et avec des cercles relativement grands, ce qui signifie que tant pour les micros que pour les macroplastiques, on rencontre des pollutions au-delà de la moyenne lémanique. Pour les macroplastiques, chaque inventaire a été réalisé donc par des bénévoles qui ont ensuite trié de manière très spécifique les récoltes afin d'identifier de manière la plus précise possible les éléments récoltés. Ce qu'on peut voir, c'est que plus de la moitié des échantillons, des objets récoltés, étaient déjà trop fortement fragmentés à cause de leur présence dans l'environnement. On voit qu'un quart des éléments sont finalement des morceaux de plastique de moins de 2,5 cm qui ne sont plus identifiables puisque c'est vraiment des petits morceaux érodés au fil de leur présence dans l'environnement. Parmi les 46% identifiés, ce qui va sortir du lot sans grande surprise, c'est les mégots de cigarettes et les emballages alimentaires. Mais c'est pas sur ces déchets-là que je souhaite m'arrêter ce soir. C'est sur ce qui vient juste ensuite. Peut-être que vous connaissez moins bien. C'est ces pellets industriels. Donc, c'est des petites billes de plastique visibles à l'œil nu, moyennant une recherche assidue. Et en fait, ces petites billes, elles sont utilisées par l'industrie plastique pour la fabrication d'objets dans le bassin versant du Léman. Et on en retrouve de manière très régulière sur les plages du lac et principalement sur certaines plages comme celle de Prévrange par exemple. Ensuite, en quatrième position, un déchet qui était un peu une surprise pour nous dans le cadre de l'étude, c'est les cotons-tiges, où là, la source, elle est assez certaine, puisque c'est un objet pour une seule utilisation. La mauvaise surprise, c'est que le moyen pour arriver dans le lac est probablement les toilettes, et ça nous montre que la sensibilisation sur le fait qu'il ne faut rien jeter dans les toilettes est encore très importante. Ce qui est intéressant avec une étude comme l'étude Plastoc, c'est qu'elle permet un focus très précis sur les déchets qu'on trouve sur les bords du Léman, et ça peut permettre tout d'un coup de détecter l'arrivée de nouveaux déchets, comme ces petites fibres de plastique qui sont utilisées dans le béton projeté. Donc c'est une méthode de mise en œuvre du béton très spécifique, notamment au tunnel, et leur utilisation va en libérer une partie qui peuvent se retrouver dans le lac, euh, par exemple par les eaux de ruissellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu identifier ce déchet, le faire remonter auprès des autorités cantonales et ça a permis d'aller faire des contrôles sur différents chantiers pour vérifier les, la justesse de mise en œuvre. Et aujourd'hui, on espère pouvoir petit à petit retirer cette fibre du marché. Je ne pense pas, mais en tout cas de l'utilisation courante. Enfin, pour les microplastiques, donc là, on a comptabilisé les microplastiques par forme à l'aide d'une loupe binoculaire. Et ce qu'on voit, c'est que les fibres textiles dominent largement les microplastiques recensés avec 63% des particules. Donc là, vous avez un aperçu de ce qu'on comptabilisait sous la loupe. En bas à gauche, vous avez une petite fibre textile rouge. Gardez ça en mémoire, on y reviendra un peu plus tard sur les impacts qu'elles peuvent avoir. Et sur les autres photos, vous avez quelques aperçus des microplastiques recensés. Donc c'est un petit focus sur les fibres textiles, puisque le microplastique le plus abondant, sur comment est-ce qu'elles peuvent arriver dans le lac. Un des vecteurs
imaginer, c'est l'abrasion des vêtements lors du lavage ou du séchage dans un séchoir. Et en fait, un cycle de machine à laver, ça va libérer un certain nombre de fibres, plus ou moins importants selon la qualité du vêtement. Et ces fibres, ensuite, elles vont être filtrées en grande partie dans les stations d'épuration. Mais même si on estime à 95 à 98% le, la capacité de rétention des stations d'épuration, les quelques pourcents restants, on parle de chiffres tellement élevés en entrée que les quelques pourcents restants représentent quand même un chiffre important qui peut finir leur chemin par les exutoires de stations d'épuration et arriver dans le Léman. Donc pour éviter ces fibres, évidemment, on peut privilégier les habits en fibres naturelles. Ça, c'est le meilleur moyen d'éviter les fibres synthétiques. Et ensuite, c'est en tout cas d'acheter des habits de qualité, réduire la fréquence et surtout réduire la température des lavages, éviter le séchoir. Je reviens sur les habits de qualité. On estime que des vestes polaires en pète recyclée de basse qualité peuvent relarguer jusqu'à 30% de masse dès les premiers lavages. Euh, Ça laisse imaginer la quantité de fibres. Merci beaucoup, Alexis, pour ces précisions et le retour sur cette étude. Bon, on parle de plastique, microplastique, mais bon, en fait, c'est quoi le plastique? C'est une bonne question. C'est important effectivement de commencer par là. Donc, le plastique, déjà, il faut imaginer qu'on a toutes sortes de plastiques. Donc, c'est des polymères qui sont mélangés à des additifs, à des colorants et autres. Vous avez certainement déjà entendu parler de polystyrène, polyéthylène, polypropylène et autres. Et ensuite, à cette matière première, on va ajouter donc ces additifs qui vont permettre de modifier en fait les caractéristiques du plastique. Ça va permettre soit de donner de la souplesse, soit au contraire de la rigidité, des pigments, des retardateurs de flamme et autres. Et donc ça, ce sera tout ce qui est additif intentionnel. Donc c'est ce qu'on va mettre de notre plein gré dans le mélange pour avoir les caractéristiques qu'on souhaite. Le problème, c'est que lors de la dégradation dans l'environnement, on va avoir des contaminants non intentionnels qui vont s'ajouter. Donc, ça pourrait être un additif qui, au contact de l'eau, va modifier quelque peu sa nature et avoir d'autres caractéristiques, d'autres comportements dans le milieu aquatique. Et ils vont aussi avoir un rôle important sur l'absorption, donc sur le fait que des particules, du biofilm, d'autres micropolluants pourraient s'accrocher sur la surface de la particule. Autre point important avec les plastiques, je vous ai parlé avant de microplastiques, c'est juste, pas juste qu'on se dit, ah tiens, celui-là, il est petit. C'est vraiment une nomenclature suivie du macroplastique qui fait donc plus de 25 millimètres, qui est les gros plastiques qu'on voit à l'œil nu. Ces plastiques qui vont petit à petit se fragmenter pour atteindre une taille de mésoplastique. Donc là, on descend aux 5 millimètres. Et ensuite, on continue le processus de fragmentation qui permet d'atteindre les microplastiques. Et là, on va descendre donc jusqu'au micromètre. Et après, on continue comme ça jusqu'au plus petit. Donc ces dégradations, elles peuvent être physiques, chimiques, et c'est vraiment un processus continu dans l'environnement. Donc et après, forcément, si on passe le micro, on va atteindre le nanoplastique. Et à chaque fois qu'on diminue ces dimensions, on va avoir des changements dans les propriétés physiques, dans les propriétés chimiques de la particule, donc le comportement dans l'environnement va vraiment changer en fonction de la taille. Un des gros problèmes avec la diminution de la taille, c'est qu'on augmente en fait la surface spécifique, donc la surface d'exposition à l'environnement, et du coup, on augmente les risques d'exposition de la particule et surtout d'exposition des organismes vivants à la particule.
La complexité avec ces nanoplastiques, c'est qu'ils sont extrêmement petits, du coup difficiles à mesurer dans l'environnement, à isoler finalement de toute les, les micro-poussières finalement, enfin la matière en suspension dans l'eau. Et la recherche est du coup très complexe dessus. C'est pourquoi on se concentre aussi des fois sur les additifs qui, eux, sont plus faciles à mesurer, pas en termes d'unité, mais en présence, absence et en teneur dans le milieu aquatique. Merci beaucoup Alexis pour ces précisions sur ces nomenclatures. C'est vrai qu'on emploie souvent ces termes de micro, macro, nano. On ne sait jamais très bien où se situe le curseur. Maintenant, on ne pourra plus l'ignorer. Une préoccupation importante, eh ben, c'est effectivement quel est l'impact de ces plastiques qu'on retrouve dans l'environnement, d'une part sur la santé humaine et sur la santé environnementale. Alexis, du coup, quel est l'impact de tous ces plastiques sur la santé humaine et environnementale? Alors, donc, comme on l'a déjà vu, le plastique, on peut le retrouver sous de nombreuses formes, tant de taille que de composition. Donc, sans surprise, ça amène une grosse complexité toxicologique. Un macroplastique, on peut le voir avec la cigogne en photo, va amener des soucis d'étranglement, va finalement empêcher l'animal de se déplacer, mais on peut aller vraiment sur du plus petit au niveau de la cellule, même en dessous. Euh, on peut parler de la toxicité des additifs et finalement une toxicité globale sur l'écosystème mondial, puisqu'on le sait maintenant, les plastiques sont présents dans tous les compartiments terrestres. Si on se concentre un peu sur Oui, donc, excusez-moi. Ouais, tu peux mettre le suivant. Euh, donc voilà, comme je disais, la complexité des additifs utilisés, des sous-produits qui se créent finalement au fil de leur présence dans l'environnement et de toutes les substances associées aux microplastiques. Ça rend l'étude très difficile pour standardiser en tout cas, mais les différentes études qui ont été réalisées sur la santé humaine notamment, tu peux mettre le slide suivant Adrien s'il te plaît, ont montré que finalement les voies d'exposition aux microplastiques sont multiples. La première étant l'inhalation euh, au quotidien finalement, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Euh, on sait maintenant que les microplastiques, les nanoplastiques, il y en a dans l'air ambiant et c'est une première exposition. Ensuite, on l'a vu juste avant, le contact avec la peau peut être une source d'exposition, plus pour les additifs, pour les composés, les ajouts au plastique. Et les nanoplastiques ou les tout petits plastiques peuvent aussi intégrer le corps humain par le contact avec la peau. Et enfin, bien évidemment, il y a l'ingestion aussi, euh, certainement une des sources principales, puisque on sait maintenant que dans certaines boissons, même certaines eaux, que ce soit eau du robinet ou en bouteille, dans la nourriture, on trouve des microplastiques et forcément que on peut les ingérer de cette manière. Aujourd'hui, c'est très difficile de définir un impact de une molécule de plastique sur un élément précis du corps. En revanche, ce qu'on sait, c'est que toutes les études, ou en tout cas la plupart des études qui ont mesuré les micro et nanoplastiques dans les différents compartiments du corps humain, du plastique a été retrouvé. Donc du foie aux reins, aux intestins, aux poumons, on sait qu'on a du plastique
à peu près partout dans le corps. Aujourd'hui, reste à définir quel impact il a. Ce qu'on voit aussi, c'est que selon l'activité professionnelle, on peut être plus ou moins exposé aux microplastiques. Donc, par exemple, pour les fibres, microfibres de nylon, on peut assez facilement imaginer que les professionnels de l'industrie textile sont fortement exposés à ces fibres. Et pour le coup, on a pu voir des symptômes respiratoires plus élevés que dans des groupes non exposés. Euh, et voilà, différentes problématiques de santé, tout en étant, tout en gardant la difficulté finalement d'isoler la cause réelle. Au niveau de la population générale, on est exposé aussi à de nombreux types de plastiques. Euh, voilà, passer. Au niveau des organismes vivant dans le milieu environnemental, différentes études ont été menées également. Ici, c'est une étude de l'Université de Genève qui a mesuré en fait l'impact de la taille des particules sur la toxicité. Donc ici, on est dans des conditions vraiment de laboratoire, donc avec des particules dont on connaît la taille, on connaît la quantité de particules. Et ce qu'on peut voir, c'est que la mortalité euh, est beaucoup plus importante quand on descend en dessous d'une taille de 100 nanomètres. Donc, on est vraiment dans des petits nanoplastiques euh, où dès quelques milligrammes par litre, on a une réponse des organismes très, très forte en termes de toxicité. Donc là, c'est des tests qui ont été réalisés sur des daphnies, qui pour le coup est un des planctons les plus présents dans le Léman. On estime si on prenait toutes les daphnies du Léman, on estime leur masse à 50 000 tonnes, ce qui représente voilà, un peu l'importance de la daphnie dans le fonctionnement du lac. Des études beaucoup plus récentes, qui sont donc de 2025, aussi de l'Université de Genève, ont testé pour le coup avec des fibres textiles. Donc on revient aux 63% de l'étude de Plastoc. Et en fait, ces fibres textiles ont été injectées dans de l'eau avec des daphnies et d'autres micro-organismes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un fort impact sur les organismes par étranglement, déjà, par encombrement finalement, puisque les organismes vont s'emmêler dans les fibres textiles. Et ce qu'on observe sur le comportement, c'est qu'on a une forte baisse de la vitesse de nage, du déplacement et du coup une diminution du taux de survie. Donc là, on est vraiment avec des espèces lémaniques et avec une exposition d'une pollution qu'on connaît comme étant présente dans le Léman. Il y a aussi des études qui ont été menées sur les additifs, sur certaines familles d'additifs des plastiques, par exemple avec des rats, où on a observé des changements, notamment sur les cellules pulmonaires, ce qui est intéressant, inquiétant à observer, c'est que ces changements, ces mutations ont été observées chez la descendance. Donc on voit qu'on a vraiment une transmission des impacts des plastiques. Donc en résumé, la toxicité, c'est un résumé non exhaustif, hein, ça peut causer des dommages à l'ADN, un dysfonctionnement des organes, des troubles métaboliques, d'une réponse immunitaire, de la neurotoxicité, de la toxicité sur la reproduction. Et ici, on parle vraiment que des aspects toxicité chimique. On parle pas du tout de la menace physique, que ça soit comme on l'a dit, l'encombrement, l'étranglement, ou alors pour les plus gros plastiques,
Vous connaissez certainement les images d'oiseaux marins qui meurent de faim finalement à force de manger du plastique. Merci beaucoup, Alexis, pour ces précisions. Je le disais tout à l'heure, on va maintenant faire un petit focus sur la question des pneus. On a une problématique qui, il est vrai, fait souvent la une des journaux. Donc, au niveau de ces poussières de pneus, Alexis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en effet, donc oui, l'éco-conduite est a priori la meilleure moyen de réduire son émission de poussière de pneus. Donc, on parle notamment d'anticiper les freinages, de ne pas accélérer dans un virage et autres qui sont très agressifs pour le pneu. Ça ne veut pas dire que la composition du pneu n'est pas importante, bien au contraire, hein, faut pas minimiser, puisque un pneu, c'est du caoutchouc, mais c'est plusieurs épaisseurs de membrane et on parle de plus de 200 additifs qui, qui entrent dans la composition. On reviendra sur ces additifs dans quelques instants. Euh, mais il faut savoir, enfin, voilà, c'est des particules donc caoutchoukeuses qui vont se comporter de manière particulière dans l'environnement par ce côté caoutchouc très dense. Aussi par le fait que dans le bitume, donc elles vont s'intégrer au fil de l'abrasion. Et en fait, au moment où elles sont dégagées du bitume lors de pluie ou autre, ces particules, elles vont se mêler à du revêtement routier. Et en fait, on a des particules mixtes entre particules de pneus et revêtement routier. Euh, Au niveau du Léman, on a une étude de l'EPFL et de l'Université de Genève qui a enfin, qui a donc collecté des échantillons au large de Lausanne de carottes pour mesurer un peu l'évolution temporelle de ces particules de pneus. Donc là, on ne mesure pas la matière plastique, on mesure l'additif, deux additifs, dont un qui est vraiment spécifique aux pneus, la 6-PPD. La DPG, donc qui est en jaune, elle a aussi été mesurée. C'est un des additifs très présents dans la construction de pneus, mais il est moins spécifique aux pneus. Donc sa provenance peut venir d'autres usages. Ce qu'on observe, c'est que aux différents étages de la carotte, donc de 1912 à 2019, on voit sans surprise la courbe grise, donc une augmentation de la quantité de véhicules, de la circulation, et de manière assez corrélée, on a une augmentation des teneurs en 6-PPD et en DPG, donc ce qui montre vraiment un suivi assez direct entre l'augmentation de la circulation et l'augmentation des additifs liés aux pneus, sans grande surprise. Donc on a vu à un moment il y avait un écart assez important entre les deux lignes. Euh, Ça peut être dû à d'autres molécules qui ont été utilisées par l'industrie du pneu, à une dégradation de la 6-PPD. Aujourd'hui, on n'a pas une explication claire de cet écart entre les deux courbes. Donc la 6-PPD, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de présentation, on parlait des additifs non intentionnels. C'est un très bon exemple. La 6-PPD dans le pneu, c'est un additif volontaire. Mais en revanche, dès qu'elle se retrouve dans l'environnement, il va y avoir une modification de la particule. Je vous passe les détails de la modification, mais on va atteindre une molécule qu'on appelle 6-PPD quinone. Et cette molécule, elle va avoir un impact important sur le développement des cellules cérébrales de certains salmonidés. Donc, ça a été découvert sur le saumon Koho aux États-Unis.
mais les tests en laboratoire ont montré que les truites arc-en-ciel et la truite brune sont aussi sensibles. À ma connaissance, il n'y a pas de test réalisé sur les truites fario qu'on trouve dans nos cours d'eau, mais ce serait intéressant d'avoir des études sur les espèces lémaniques. Merci Alexis pour ces précisions sur cette problématique du pneu. Je vois que dans les commentaires, il y a la question toujours des voitures électriques et leur forte accélération, qui plus est sont plus lourdes que les voitures ne l'étaient à l'époque, est effectivement un élément qui vient impacter fortement l'abrasion des pneus sur la chaussée. Donc voilà, on a dépeint un paysage peut-être un petit peu triste, catastrophique de notre environnement. On va maintenant parler solutions. En effet, une étude Léman Plastique et Action, à laquelle Alexis, tu as participé et dont tu vas nous présenter les résultats qui n'avaient pas que, sauf erreur, pour mission de révéler ce tonnage. En effet, donc le tonnage, c'était le premier objectif de l'étude de l'aimant plastique action, donc qui était de quantifier les flux de macro et microplastiques dans le léman. Mais c'était aussi d'en identifier les sources de ces plastiques et ensuite d'explorer des scénarios pour une réduction potentielle de la pollution plastique d'ici 2040. Donc la première étape sur les sources, donc plusieurs chiffres intéressants sur cette infographie. Le premier, c'est sur les vecteurs d'arrivée dans le lac avec 83% des plastiques qui arriveraient dans le Léman par le ruissellement sur les sols imperméables. Ça montre l'importance de la gestion de ces eaux de ruissellement, l'importance de la perméabilisation des sols et de la lutte contre leur imperméabilisation, l'importance aussi du traitement de ces eaux de ruissellement. Dans les arrivées dans le lac, on en a parlé juste avant, les poussières de pneus qu'on estime à 33 tonnes, la masse qui arrive chaque année dans le Léman, et ça devance le domaine de la construction. Peut-être ça peut surprendre, 24 tonnes de construction. Ici, on ne parle pas ou en tout cas pas que des plaques de Sagex qu'on peut retrouver aux abords des chantiers et autres. La plupart de ce tonnage vient en fait des peintures qui sont utilisées sur les bâtiments, sur les routes. Et ces peintures, en fait, sont fortement composées de plastique qui permettent de leur donner des bonnes propriétés et la bonne résistance dans le temps. Troisième source importante, tout ce qui est infrastructure publique, notamment terrain de sport, place de jeu. Vous avez certainement déjà remarqué les revêtements un peu amortisseurs sur les sols de place de jeu qui peuvent être de toutes les couleurs, voire en imitation copeaux de bois. En réalité, ces revêtements sont composés de plastique et sont relativement fragiles et en tout cas sensibles à l'abrasion, et ils vont libérer au fil du temps des petits plastiques qui peuvent être emportés par ruissellement. Si on s'intéresse de manière plus spécifique aux catégories, donc en premier lieu, donc là on est hors poussière de pneus, hein, puisque si on mettait les poussières de pneus, ça écraserait tout le graphique. En premier lieu, donc on a justement ces peintures de façade qui représentent pas moins de 17 tonnes par an. Donc là, on est en microplastique, hein, toutes les barres bleues. Et juste en dessous, on a les terrains de sport synthétiques. Donc je vous parlais avant des places de jeu. L'autre infrastructure publique qui va libérer de grandes quantités de plastique, c'est ces terrains synthétiques où on vient ajouter des petits granulés plastiques
qui sont souvent issus de pneus recyclés. Et on estime que chaque année, c'est 1 ou 2 tonnes de granulés qu'il faut réinjecter sur le terrain. Pour les macroplastiques, c'est au même titre que les tubes plastoc, les emballages à usage unique et les filtres de cigarettes qui dominent largement les arrivées de plastique dans le Léman. Donc une fois ces constats faits, on voit que donc on a ces 100 tonnes de plastique qui arrivent chaque année dans le Léman. Ça, c'est la valeur pour 2025. Et si on se projette à 2040, si on ne change rien, si on continue comme ça, ces 100 tonnes passeront à 120 tonnes. Donc ça, c'est les modélisations qui ont été faites pour voilà, faire les projections dans le futur. Adrien vous parlait de bonnes nouvelles et on n'y est pas encore, hein. Je vous rassure, c'était pas la bonne nouvelle. Si on fait juste un petit élargissement, donc c'est 100 tonnes dans le Léman au niveau mondial. Euh, Aujourd'hui, on est à 28 mégatonnes rejetées dans l'environnement pour 110 mégatonnes mal gérées. Et, je peux passer Adrien, si on se projette sur jusqu'à 2040 en continuant comme ça, on a une augmentation prévue de 168%. Donc ces chiffres, c'est des estimations. Elles viennent pas non plus de nulle part. Elles viennent d'un rapport qui s'appelle donc Breaking the Plastic Wave. Vous voyez pourquoi j'ai fait la présentation en français et pas en anglais comme ça, qui visait en fait à détecter combien de plastique on va avoir dans 25 ans, dans 15 ans si on ne fait rien, mais aussi à mettre sur pied des scénarios plus ou moins ambitieux de recyclage, de réduction, de changement, un changement global du système pour voir à quel point est-ce qu'on peut réduire cette pollution plastique. On a fait un modèle lémanique de ce rapport avec différents scénarios, avec des changements en amont, en aval, des changements de comportement, des scénarios combinés. Et ce qu'on voit, c'est que avec des actions combinées et une ambition élevée, pour les poussières de pneus, on peut atteindre une réduction de moins 50% d'ici 2040. Et en s'intéressant aux autres types de plastique, la réduction potentielle, elle est même encore plus élevée, puisqu'on peut atteindre une réduction de 82% des émissions de plastique. Adrien, je crois que ça... Ah voilà, merci. Donc ça, c'est vraiment avec une ambition très élevée et des actions combinées de sensibilisation, de changement en amont, de changement en aval, donc notamment sur les eaux de ruissellement pour capter les plastiques qui seraient arrivés dans l'environnement, et ainsi de suite. De manière combinée, ça nous donne une moyenne de 75% le potentiel de réduction. Et pour atteindre ce chiffre, vous avez ici une liste forcément non exhaustive de possibles solutions à mettre en œuvre. Donc, ça va du remplacement du produit plastique à des interdictions, à de la sensibilisation, à promouvoir des objets réutilisables plutôt qu'à usage unique, des réglementations sur les vitesses de conduite. On peut aussi avoir de la sensibilisation, on a vu sur l'éco-conduite, le traitement des eaux, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment un mixte complet entre de la sensibilisation, de l'action en aval et surtout des actions en amont. Donc aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait suite à ce constat? On continue notre sensibilisation et notre formation auprès du grand public, auprès des écoles, par le biais de conférences, et on prévoit aussi de faire des rencontres ciblées avec des administrations, avec des gestionnaires et le secteur privé pour essayer vraiment de modifier le système en profondeur.
euh, en mettant aujourd'hui le focus, la priorité sur les eaux de ruissellement, puisqu'on a vu, elles sont vectrices de 83% des apports en plastique dans le lac. Et donc, si on peut agir sur un meilleur traitement de ces eaux de ruissellement, c'est déjà une grande partie des 100 tonnes qu'on peut essayer de retenir. Donc voilà, merci Adrien pour cette belle phrase. Donc les solutions existent, gardons espoir. Euh, Effectivement, le tableau est relativement sombre, mais il faut garder espoir, tout est possible. Je ne saurais mieux conclure, Alexis, si ce n'est en te remerciant encore infiniment d'avoir consacré ton temps à cette présentation. C'est vrai que c'est une problématique, on pourrait en parler encore longtemps. C'est pour ça qu'on va passer aussi au temps de questions-réponses qu'on a maintenant. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat. Je vais tout de suite commencer par une première question qui a été posée par rapport à la moule quagga. On fait le lien avec un ancien webinaire qui a traité de ce sujet, de cette moule, cette espèce exotique invasive. On dit qu'elle filtre passablement de plancton. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles on a des eaux très très claires dans le Léman, transparentes. Est-ce que ça pourrait aussi finalement être une solution puisque ça pourrait venir filtrer également les micros, les nanoplastiques? Alors, peut-être juste une petite précision pour commencer. Donc oui, la moule quagga, elle est en partie responsable de l'éclaircissement et de l'eau et du fait qu'elle soit de plus en plus transparente. Mais c'est pas la seule responsable. On est aussi depuis les années 80 sur une dynamique de diminution des phosphates dans le lait, ce qui cause une réduction de la prolifération des algues. Donc ça, c'est peut-être juste une petite aparté. Pour les plastiques, oui et non. En fait, le problème, c'est que la moule quagga, elle va certainement capter des micros, des nanoplastiques dans son activité de filtration. Donc une moule, elle filtre à peu près entre 1 et 3 litres d'eau par jour. Donc voilà, elle va capter des microplastiques. En revanche, l'organisme, il n'est pas adapté, il n'est pas capable de dégrader le microplastique. Donc une moule, elle vit à peu près 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, au moment où elle va se dégrader, elle va relarguer finalement toutes les plastiques et autres micro-polluants qu'elle aurait accumulés au fil de sa vie. Elle va les relarguer dans l'environnement. Donc, c'est pas une solution sur le long terme. Merci Alexis. Une question sur l'étude l'aimant plastique action. Bon, peut-être pas rentrer dans les aspects techniques, mais on voit que ça intéresse. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être juste préciser en fait qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Comment est-ce qu'on calcule ce modèle? Sur quoi ça se base? Peut-être faire la comparaison avec Plastoc, qui est une étude plus empirique, une étude de terrain. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un point important. On n'a pas trop abordé jusque-là. Effectivement, nos plastiques, on est vraiment sur de la mesure sur le terrain. L'aimant plastique action, le modèle, il est construit sur, euh, je vous donne l'exemple des particules de pneus, c'est certainement un des plus simples. On a tant de véhicules qui parcourent tant de kilomètres euh, chaque jour. On sait que le pneu, il a une vitesse d'abrasion de telle, telle quantité par kilomètre telle quantité par kilomètre parcouru. Et finalement, on sait la totalité des kilomètres parcourus, la vitesse d'abrasion. Et ensuite, c'est des modèles qui sont construits sur le kilomètre de route nationale euh, qui sont reliés directement, dont les égouts sont directement reliés au lac, combien il y en a qui passent par des stations d'épuration, ceux qui sont équipés par des SATEC, donc des systèmes de traitement des eaux de chaussée, qui permettent de réduire l'émission de ces particules. Et en fait, grâce à toutes ces
tous ces composants, toutes ces composantes, on arrive à construire le modèle. Ensuite, pour les scénarios, je me permets d'enchaîner tout de suite sur la Merci suite de Alexis. Euh, pour les scénarios, on s'est basé sur le développement urbain, forcément, pour savoir finalement aujourd'hui, on a tel bassin de population dans le bassin versant du Léman. Il y a des projections qui existent pour estimer en 2040 combien de personnes seront présentes. Donc, on a adapté le modèle de cette manière-là. Pour le réchauffement climatique, c'est plus compliqué à intégrer puisque changement il y aura certainement. On le voit aujourd'hui avec les impacts forts sur les eaux de ruissellement des orages qui sont de plus en plus violents et sur des plus en plus courtes périodes et des surfaces restreintes qui vont faire en fait des phénomènes de crue dans les stations d'épuration et donc des déversoirs d'orage. Mais le réchauffement climatique est beaucoup plus dur à intégrer dans un modèle comme ça. Merci Alexis. Euh, une question qui parle navigation, je me permets peut-être d'y répondre Alexis. Ça concerne des systèmes de boat wash, hein, comme on a des systèmes pour laver les voitures, il y a des systèmes similaires qui sont en train d'être mis en place en Suisse et la réponse de comment sont traitées ces eaux. La société suisse qui propose ce système, Suisse Elementic, a justement mis en place tout un système de traitement des eaux qui, une fois qu'on a nettoyé le bateau des salissures, avec ou sans antifouling, donc des peintures qui ont pour vocation de limiter la prolifération d'algues sur les coques des bateaux. Et justement, cette société, donc le plus qu'elle a amené par rapport au système initial suédois, c'est justement le traitement des eaux, un traitement très poussé avec des études qui ont été faites pour justement permettre l'autorisation de ce type de machines, malheureusement qui sont encore pas suffisamment répandues dans nos lacs. Un jour, peut-être, il y aura une interdiction totale des anti-fouling, comme c'est le cas dans certains pays nordiques. Et du coup, avec des machines de ce type-là qui seront une vraie solution, mais qui sont encore très limitées sur nos lacs. Je pense que Alexis, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet. Ça me paraît très complet. Effectivement, je pense que c'est aussi important enfin, au moment où aussi ça se démocratise, ce sera important de suivre finalement la technique pour voir le réel contrôle qu'on a sur les eaux usées, eaux polluées potentielles. Ce qui est sûr, c'est que ce sera toujours mieux que les solutions actuelles où on voit encore certaines personnes essayer de nettoyer leur anti-fouling dans l'eau, où là, le rejet, il est très important. Donc, Une, euh, euh, une question qui est liée au traitement finalement de ces eaux de ruissellement. Euh, qu'est-ce qu'on a, je vais faire plusieurs questions en une, hein. Qu'est-ce qu'on a comme moyen en fait de limiter les déchets une fois qu'ils se retrouvent dans l'environnement avant qu'ils finissent en micro, en nano, enfin qui subissent le processus de fragmentation. Donc qu'est-ce qu'on a comme système qui existe et que font les gouvernements? Deuxième question en une, que ce soit au niveau cantonal, départemental, fédéral, pour justement réduire cette pollution. alors, première question, bah, peut-être je peux prendre la citation que je me suis permis de mettre en introduction. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, qui n'est pas produit, qui n'est pas arrivé dans l'environnement. Évidemment que si on n'a pas de déchets sur la route, c'est plus simple. Ensuite, ce qu'on peut imaginer, bah déjà, je vous parlais d'imperméabilisation des sols. Plus on aura des zones, euh, comment dire, un fonctionnement en micro-bassin versant finalement, donc des petites zones imperméables qui peuvent ruisseler vers une zone de rétention finalement, une zone qui peut être une petite dépression humide ou autre, où
l'eau de surface pourrait venir s'accumuler et ensuite, forcément qu'on aura une zone. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement des CETEC, donc des systèmes de traitement des eaux de chaussée, où en fait, on aura une dépression humide sur le bord de route, un filtre qui peut être sur du sable, qui peut être avec des plantes comme des roseaux ou autres. Et ensuite, ce substrat, bah forcément, il va se contaminer avec des plastiques, avec d'autres polluants liés à la circulation routière. On peut le gratter, le curer pour le mettre en décharge spéciale. Donc là, on a une première réduction. On peut aussi imaginer, dans un milieu plus urbain, équiper les, euh, les bouches d'égout de filtres qui peuvent être faits. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont développer des filtres soit en matière en coton avec des cheveux ou autres qui permettent une préfiltration des plastiques. Euh, donc là aussi, on peut avoir une bonne rétention de plastique à ce stade-là. On peut aussi imaginer un peu plus loin dans le système pour les eaux de ruissellement qui passent par les stations d'épuration. On peut imaginer équiper les déversoirs d'orage, donc cette surverse qui va se produire quand on a une surcharge en eau, équiper ces déversoirs d'orage de filtres beaucoup plus fins que ce qui est fait actuellement pour essayer d'éviter au maximum la quantité de plastique qui passe par ce chemin-là. Magnifique. Donc, beaucoup de solutions. Il ne reste plus qu'à les mettre en place. C'est un sujet qui est, et on le voit sur les nombreuses questions qui traitent le sujet. Effectivement, bon, bah, c'est limité à la source au maximum, éviter que ça se retrouve dans l'environnement. Il y en a quand même qui se retrouvent dans l'environnement. La question de l'eau potable revient souvent sur la table. Euh, Qu'en est-il de cette eau potable? L'est-elle vraiment? L'est-elle encore? Y a-t-il des microplastiques dedans? Alors oui à toutes les questions. Potable, elle l'est. Je pense qu'on a la chance pour tous les maniques d'avoir eu une eau potable de très bonne qualité avec un traitement très complet. Pour autant, les dernières études le montrent. Oui, on retrouve des plastiques dans l'eau potable, mais on en retrouve en quantité largement moindre que dans les eaux en bouteille. Donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle qu'on en retrouve dans l'eau potable, mais c'est déjà une bonne nouvelle qu'il y en ait moins que dans l'eau en bouteille. On a Maxime Prevedello qui nous parle de la quantité de plastique qui était retenue dans le barrage de Verbois et qui, lors de la vidange, aurait libéré près de 75 tonnes sur les 12 jours que dure l'opération. Euh, Qu'est-ce que t'évoques ce chiffre? Alors, les chiffres sont pertinents. Je j'ai pas eu vent de l'étude des Maxime, du coup Bon, c'est une étude pilote, vraisemblablement. Je lis le message, mais suite à une ouais, réunion de ce jour, justement, à Belay, dans l'Ain, lors justement du bilan sur vo- l'abaissement partiel. volontiers si vous pouvez nous envoyer l'étude que je lirai avec grand plaisir. Les 75 tonnes de microplastique, malheureusement, oui, ça me semble pertinent. Euh, on sait que alors, l'étude commence à dater un peu, mais il y a eu des estimations que chaque année, c'est à peu près 10% des plastiques qui arrivent dans le Léman qui en ressortent par le Rhône. Euh, donc on est sur nos estimations à 100 tonnes de plastique qui arrivent dans le lac, donc 10 tonnes qui ressortent par le Rhône chaque année, plus tous ceux qui arrivent par larve également. Pour les Genevois qui nous écoutent
et qui ont déjà eu la chance d'aller voir le barrage de Verbois, vous connaissez certainement et vous avez certainement remarqué la quantité de plastique qui flotte contre le barrage. Ça laisse imaginer la quantité de microplastiques qui sédimentent dans les eaux calmes du barrage. Donc, sans grande surprise, avec l'abaissement partiel, la quantité de plastique devait être très élevée. Donc, les 75 tonnes me paraissent tout à fait pertinents comme ordre de grandeur. En tout cas, ça ne me surprend pas du tout. Ou peut-être seulement 75 tonnes. Je voudrais pas être aussi négatif. Euh, Par rapport à l'ASL, euh, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle vient accompagner les communes? Qu'est-ce que par rapport, voilà, quelle solution en fait elle peut venir apporter ou comment est-ce qu'elle accompagne ces communes dans les actions? Alors nous, on peut déjà amener du soutien pour faire remonter les choses au niveau cantonal, au niveau fédéral, par des prises de position publiques. Euh, Après, alors, je vois que la question est relativement concrète sur les lixivias des décharges. Euh, Là, malheureusement, nous, on a peu de pouvoir d'action autre que justement cette prise de position publique et lettre aux autorités. Après, sur les choses plus techniques, donc on l'a vu dans les solutions possibles, euh, il peut y avoir des choses sur de la sensibilisation finalement sur la question des terrains de sport, sur la question du traitement des eaux de ruissellement et autres, où on peut amener en tout cas des données issues de modèles, mais qui permettent de donner plus de voix aux personnes qui portent des projets de réduction des déchets. Merci beaucoup, Alexis. Je vois que les gens commencent à nous quitter. On a passé l'heure qui était prévue pour ce webinaire. Voilà, je crois on a fait le tour de la question. On pourrait encore en discuter longtemps. Je profite de vous avoir ici donc pour vous parler du prochain événement et du dernier événement organisé dans le cadre du projet Lemonscope, dans lequel s'inscrit ce soir ce webinaire, donc la soirée de remerciement, soirée de clôture où on présentera les résultats de cette étude le 10 février 2026 au Rolex Learning Center à l'EPF, à côté de l'EPFL à Lausanne, où on vous attend nombreuses et nombreuses pour justement discuter de ce projet et de discuter de qualité des eaux du lac, pas que de plastique cette fois-ci. Donc, toutes les informations que vous pourrez retrouver sur le site dédié lemonscope.org. On se tient toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Alexis, je te remercie encore infiniment pour ton travail, pour le temps que tu as consacré à ce webinaire, pour le partage de ta passion, des informations. Et on se réjouit de vous revoir l'année prochaine. J'en profite pour vous souhaiter une très très belle fin d'année et à tout bientôt. Et je me joins à Adrien pour les remerciements. Merci d'être resté jusque-là. Merci.